IDFM 98 de la Bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le chemin oublié des âmes, de la nuit des ombres vers la lumière, c'est le titre du dernier livre de Bérengère de Bodina pour une émission par téléphone ce soir. Bonsoir Bérengère de Bodina. Bonsoir Joël, je suis heureuse de me retrouver avec vous. D'accord, vous avez... Malgré la distance. Malgré la distance, la distanciation qui est d'époque. Alors, Les temps qui viennent, c'est votre premier roman en 2011 qui parlait de la mort de Lady Di. Non, c'est anecdotique la mort de Lady Di dans tout ça. C'est juste un élément que mon éditeur à l'époque a trouvé bien de mettre en exergue sur la 4e de couverture. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin. C'est un livre assez ésotérique qui parle de vérités dont on parle rarement et qui ont toutes des sources réelles. Bon, c'était juste pour dire que celui-là d'aujourd'hui, Le chemin oublié des âmes, c'est le 3e. Entre-temps, il y a eu un livre qui s'est appelé Les anges ne meurent jamais, qui est paru en 2015, qui relate votre histoire, la perte de votre enfant, Adrien. Oui. Ce livre a eu un succès assez fou. Oui, parce que je crois qu'il touche beaucoup de personnes qui ont pu perdre des enfants et à qui ce livre a fait du bien, c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais écrit. Transmettre l'idée qu'il y a une certaine détermination dans la mort des enfants, parce que je me disais, mais pourquoi un enfant de 4 ans et demi doit-il mourir? Ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé. C'était mon fils, mais en plus, c'était étrange que ce soit un enfant. Et donc, j'ai eu besoin de faire un long chemin pour comprendre à la fin. Adrien vous disait qu'il avait fait son temps, que son temps était venu. Et ensuite, il l'a confirmé d'ailleurs, il a dit, mais c'est pas triste, c'était ce qui avait été décidé avant, c'est mon heure était venue, voilà, je devais repartir. Mais sur le moment, c'était un peu difficile pour nous et pour toute la famille, c'était difficile, mais pour lui aussi, parce que quand on arrive sur cette terre, on oublie, le voile de l'oubli nous fait effectivement oublier tout ce qu'on a pu décider dans cette vie et du moment où on doit partir. Donc je pense qu'il avait un petit peu oublié parce qu'on était dans une relation tellement fusionnelle. Il a fallu qu'on lui envoie un signe de là-haut pour l'aider à partir. Et pourtant, il vous a dit, maman, est-ce que j'aurai un jour mes 5 ans? Sur les dernières paroles qu'il m'a dit, maman, est-ce que j'aurai un jour 5 ans? Et j'avoue que je l'ai ressenti comme un gouffre absolu. Parce que je pense que quelque part en moi, je savais, j'avais toujours eu peur pour lui. Donc je savais qu'il allait se passer quelque chose, mais je ne voulais pas que ça se passe. Donc je lui ai dit, mais bien sûr, tu vas avoir 5 ans, on va te faire un bel anniversaire, tu verras. Dans votre introduction, il y a un Baudouin de Bodina. Est-ce qu'il existe, ou s'agit-il d'un collectif d'auteurs, comme le prétendent certains sur Wikipédia? Il existe, c'est mon frère, il est philosophe, mais il est contre tout ce qui est... pas contre, mais ça fait partie de sa philosophie. C'est être hors média, personne n'a des photos de lui, il est complètement hors tout. C'est bien qu'effectivement, il y a un certain nombre de gens qui pensent que c'est un collectif d'auteurs. Après le livre Les anges ne meurent pas, il vous a fallu repartir dans le passé pour écrire ce dernier livre, Le chemin oublié des âmes. En réalité, les deux livres sont liés. Donc j'ai écrit le premier parce qu'on m'a demandé de l'écrire, on m'a dit qu'il fallait que je retourne dans le passé pour dissoudre en quelque sorte une sorte de pierre noire que j'avais dans le cœur, de toutes les choses que je n'avais pas voulu voir au moment de la mort de mon fils. Il y avait beaucoup de choses, une culpabilité forcément, puisque j'étais partie en voyage en le laissant. Il y avait des intuitions, des prémonitions, une malédiction, enfin, il y avait beaucoup de choses autour de la mort d'Adrien et qu'il fallait que j'aille voir pour pouvoir dissoudre cette pierre noire et pouvoir continuer à avancer sur mon chemin. Donc, mais qu'ensuite je devais écrire un livre pour transmettre cette force que j'avais gagnée dans la douleur. Au début, je me suis dit, mais Adrien, c'est mon jardin secret, c'est difficile, je ne peux pas parler d'Adrien comme ça. Et je me suis souvenu qu'au moment de sa disparition, c'est dans les livres que j'avais trouvé une grande consolation, parce que je pouvais parler de lui à personne, je ne pouvais pas. C'était... si je parlais de lui, c'était comme si j'entérinais sa mort d'une certaine façon. Et j'avais toujours l'impression qu'il allait malgré tout revenir, que j'allais me réveiller d'un long cauchemar pour qu'il soit là. Et je le prendrais dans mes bras et toute cette parenthèse terrible serait terminée. Oui, alors finalement, vous retrouvez des gens qui étaient présents le jour de sa mort, oui, que vous ne connaissiez pas. Il y a toute une histoire qui se passe, oui, avec des choses que vous ne saviez pas. Donc ça, c'était important de les découvrir. Donc j'apprends ce qui s'est passé le jour de sa mort. Je ne savais absolument rien puisque je n'avais posé aucune question. Je m'étais construit un petit film mais qui ne correspond pas du tout à la réalité. Et donc je découvre la réalité finalement. Et puis un jour, ma sœur m'apporte une
boîte dans laquelle il y avait les derniers objets et vêtements d'Adrien au moment de sa disparition, que ma mère avait mis dans cette boîte. Et elle me dit, ben voilà, ça fait très longtemps que je l'aime, mais je n'osais pas te la montrer parce que c'était trop triste. Et à partir de là, je découvre quelque chose de tellement énigmatique et tellement étrange dans cette boîte, qui était en quelque sorte le dernier, enfin un message d'Adrien, le dernier qu'il m'a envoyé dans cette dimension. La montre. La montre, sur lequel il y avait écrit Viva la meurtre. Oui, mais alors, c'est ce que j'ai pas compris, c'est que c'était gravé... C'était gravé très maladroitement. Mais qui c'est qui avait gravé ça? Ah, mais ça vient d'au-delà, ça. J'ai déjà vécu ce genre de phénomène. C'était pour lui rappeler qu'il devait partir, que son heure était venue. Donc ils ont gravé sur sa montre ce message qui était, lui, c'est un message subliminal de certaine façon, je ne sais pas comment le dire, mais ça lui a rappelé qu'il devait s'en aller. Et donc il est descendu dans l'eau et est parti vers la lumière. Mais il était tout petit, il avait déjà une montre à cet âge-là? Oui, il avait une petite montre, je ne sais pas qui lui avait offert, hein, je ne sais plus rien moi. Une toute petite montre, hein, minuscule, bleue, avec un cadran bleu. Et voilà. Ça serait intéressant de savoir d'où elle venait cette montre. Oui, ah oui, dans mes mémoires, il faudrait que je cherche qui avait pu lui donner. Parce que Viva la Muerte est sur un... Il savait pas lire encore, le petit. Non, mais je pense que ça se passait à un autre niveau. En réalité, Adrien, il devait être opéré d'une petite opération, je crois, je sais plus si c'était les amygdales ou un truc comme ça. 15 jours après, et je sais grâce à 2 rêves qu'on m'a envoyés, qu'il serait parti à ce moment-là à l'hôpital. Alors que là, il est parti sûrement dans notre maison de famille en Bourgogne, il s'est noyé. Au soleil, environné de gens qu'il aimait, voilà. Donc il a choisi d'une certaine façon de partir à ce moment-là. Il s'est noyé, donc à cette période de vacances, faites attention à vos enfants au bord de l'eau. D'ailleurs, j'ai appris ensuite qu'on l'a retrouvé dans l'eau, mais qu'il n'était pas vraiment noyé. Il avait fait une mort subite, d'après les pompiers. Mais ça, personne ne me l'a dit à ce moment-là. C'est son père qui m'a dit ensuite, quand les pompiers sont arrivés, ils l'ont regardé, ils ont regardé ses yeux, ils ont regardé son visage, ils ont dit non, c'est pas noyé parce qu'il y a des signes pour les noyer. C'est une mort subite. Et moi, je ne savais pas qu'on pouvait avoir des morts subites. Je crois que c'était le nourrisson seulement qui avait des morts subites. Mais non, ça peut arriver à des enfants aussi. C'est pas réconfortant, ça. En fait, c'était son moment, et puis il est parti, et puis ensuite il m'a envoyé des messages tout à fait lumineux, et puis maintenant, il est devenu vraiment un être de lumière qui guide de nombreuses personnes. Il est là près de moi, et c'est absolument magnifique. Donc ce qui a été finalement ma plus grande douleur, c'est en même temps ma plus grande grâce, parce que ce qui est devenu l'être lumineux qui est devenu Adrien maintenant, c'est vraiment magnifique et extraordinaire. C'est ce que je raconte justement dans la suite des Anges ne meurent jamais, le chemin oublié des âmes. Après, vous rencontrez l'enseignement de Jean-Philippe, je ne sais pas qui est ce Jean-Philippe, du Pranic Helling. Voilà. Oui, qui est Jean-Philippe? En fait, par l'intermédiaire des temps qui viennent, j'ai rencontré plein de gens qui étaient dans les milieux un peu spirituels, ésotériques, etc. Et puis un jour, on me parle de lui en me disant qu'il était extraordinaire, il faisait un bien fou. Donc, vous savez, quelquefois, on fait des expériences comme ça. Je me dis, bon, je vais aller voir ce Jean-Philippe que je ne connais pas. Je vais le voir et on travaille sur plusieurs choses, d'ailleurs sur ma mère, avec qui j'avais des relations un peu difficiles, et puis certainement sur d'autres choses. Je me souviens surtout de ça. Mais je me souviens de quand je suis sortie de cette séance avec lui, je ne comprenais pas du tout ce qu'il faisait. Hein. C'était très étrange pour moi. Il faisait des signes, comme des signes de nettoyage subtils. Il lançait des choses dans une cuvette d'eau. Mais je ne comprenais pas du tout à quoi ça correspondait. Mais bon, je me disais, ça a l'air juste. Et je suis sortie de cette séance vraiment comme sur un tapis volant. J'étais comme libérée... dans une lumière extraordinaire. Donc je dis à mon amie Bélène, à qui j'avais raconté que j'allais voir quelqu'un, je dis écoute, va le voir parce que vraiment il est extraordinaire. Mais je ne savais pas du tout ce qu'il faisait. Et lorsque cette amie me dit écoute, moi je travaille dans l'événementiel mais j'aimerais vraiment changer, faire autre chose, comme je sentais qu'elle était assez médium, assez sensible, je lui dis allons voir Jean-Philippe ou posons-lui la question, demandons-lui ce qu'il faisait parce que c'était vraiment très puissant ce qu'il faisait. Et nous avons appelé Jean-Philippe et il nous a dit écoutez, je vais vous donner une initiation si vous voulez à toutes les deux parce que j'ai le degré de maître, je sais pas quoi. Et donc on s'est retrouvés avec Jean-Philippe pendant 2 jours. Donc il s'appelle Jean-Philippe Andelin et il nous a commencé à nous initier à la guérison pranique, le pranic healing.
Ça a été pour moi, dès ces 2 premiers jours, d'une puissance extraordinaire parce que j'ai compris de quelle façon on pouvait soigner les gens même à distance et comment on pouvait, en les ayant devant nous, regarder tout ce qui n'allait pas chez eux et pouvoir les enlever et demander ce qu'il y avait un peu à tous les niveaux parce qu'on est composé finalement d'enveloppes différentes, de corps différents et de strates différentes. Donc il faut demander des choses. C'est en demandant qu'on a les réponses sur les problèmes qu'ont cette personne. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire. Ça ira. Et donc après, vous rencontrez Carnita. C'est qui Carnita? Parce que alors Jean-Philippe, c'était en France ou c'était... Non, c'était en France. C'était en France. C'était en France. Et Carnita Alors Carnita, c'était à Paris aussi. aussi. Carnita, c'était pour essayer de comprendre justement Viva la Merté, cette espèce d'énigme. Je trouve la montre de mon petit garçon. Et sur cette montre, il y a cette phrase complètement étrange, gravée d'une façon bizarre. Et je me dis, mais pourvu qu'il n'y ait pas quelque chose de trouble dans la disparition, dans la mort d'Adrien. Ça m'a fait très peur. En fait, cette phrase gravée sur le cadran de sa montre, ça m'a fait peur. Et à ce moment-là, on m'a parlé de Carnita en me disant c'est une femme qui parle avec les guides. Je ne savais pas ce que c'était, une femme qui parle avec les guides. Bon. Et qu'elle pourrait m'éclairer. Donc je suis allée la voir, j'ai pris rendez-vous avec elle, sans du tout savoir ce qu'elle faisait ni ce que c'était. J'étais très... Je connaissais pas du tout ça en réalité. J'ai vraiment appris au fur et à mesure. Et je suis donc allée voir Carnita avec ma petite montre à la main, en lui demandant mais est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Et c'est là qu'elle m'a expliqué que c'était un déclencheur en fait pour Adrien, pour lui rappeler qu'il était venu sur Terre et qu'il devait repartir à 4 ans et demi en fait. Il devait repartir à ce moment-là. Voilà. Et ça m'a paru juste par rapport à tout ce que me disait Adrien, effectivement. Et ensuite, elle m'a dit, mais en fait, vous savez pourquoi vous êtes venu me voir? Ben, oui, je suis venu vous voir pour comprendre sur le monde d'Adrien cette phrase énigmatique. Et elle m'a dit non, vous êtes venu me voir parce que vous pouvez faire passer les âmes, vous le savez. Écoutez, oui, d'une certaine façon, parce que il n'y a pas longtemps, j'ai encore fait 2 rêves, et à la suite de ces rêves, je me suis demandé, est-ce que je peux faire passer les âmes? Est-ce qu'ils veulent me dire que je dois les faire passer? Et elle me dit, bah oui, voilà, vous pouvez faire passer les âmes. Et elle m'explique un petit peu comment ça fonctionne. Et je raconte 2 histoires qui me sont arrivées, où effectivement, sans le vouloir et de façon spontanée, ça m'était déjà arrivé. Et ensuite, elle me dit, bah, écoutez, voilà, vous acceptez de faire passer mes âmes, donc vous pouvez demander ce que vous voulez. Oui, c'est ce qu'elle vous dit. Vous pouvez demander à voyager dans le temps, voir à distance, Ouais, avoir le don de bilocation, tout est possible. voilà, un truc de fou, tout ce qu'on rêve. On se dit, waouh, si je pouvais me promener dans le temps, voir à distance, avoir le don de bilocation, c'est génial. Et puis elle me dit, il faut aussi demander à guérir si vous sentez que c'est bien. Et là, c'est en quelle année? En quelle année? Oui, c'est en quelle année ça? En 2012. 2012, oui, ça va faire... Ouais. Ça fait 8 ans. Donc elle vous forme un peu ou elle vous forme? Oui, elle me forme un peu, elle m'apprend, elle me dit il faut créer des espaces là-haut, comme des espaces intermédiaires, où quand les âmes viendront vers vous, selon ce qu'elles sont, vous pourrez les emmener dans un endroit ou un autre pour qu'elles s'apaisent et qu'elles commencent à se soigner avec beaucoup de lumière et beaucoup d'amour. Ensuite, elle m'a appris comment on devait les faire passer, donc on a fait passer 2 âmes ensemble, c'est-à-dire qu'on ouvre une sorte d'espace, pour moi c'est à droite, là-haut, à droite, il y a toute la lumière qui arrive, et puis on leur parle et on leur dit, bon ben il faut que vous montiez, il faut que vous partiez, parce que vous n'êtes pas dans la bonne dimension. D'abord, il faut leur apprendre qu'ils sont morts, enfin, il y a tout un processus, parce que la plupart des âmes qui viennent vers nous, vers les passeurs d'âmes, qui sont très nombreux maintenant, ce sont des âmes qui cherchent justement à passer, qui cherchent à sortir de la dimension dans laquelle ils sont, qui est une dimension assez basse, où ils sont en train d'errer, où ils sont dans une certaine tristesse, cette impression de ne pas être entendus, ce qui est le cas d'ailleurs, pour la plupart. Et donc il faut d'abord les rassurer, ensuite leur expliquer qu'ils sont morts, et ensuite leur expliquer comment ça se passe ensuite, et qu'ils ont un chemin à suivre en montant là-haut. Vous pourriez former vous aussi maintenant, ou il faut aller voir Carnita? J'explique à un certain nombre de gens qui ont ce don quand même, je leur explique un peu comment il faut faire, et
et aussi les colonnes des âmes, les colonnes de lumière, parce que c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Donc ça, je l'explique à un certain nombre de gens quand ils viennent vers moi et qu'ils me demandent. Je le fais, mais... Vous l'expliquez dans votre livre aussi. Carnita vous dit que le secret de la guérison, c'est l'amour. Ce n'est que dans l'amour qu'on peut aider les autres. Et je pense que c'est la même chose pour les passeurs d'âme. Absolument, c'est la même chose. Il y a aussi des indésirables qui nous habitent. Parlez-nous des indésirables et comment les reconnaître. Alors, il y a plusieurs sortes d'indésirables. Il y a les indésirables qui sont simplement des défunts, mais comme on peut le constater dans la vie autour de nous, il y a des gens pleins de bienveillance et puis il y a des gens pleins de malveillance. Donc, quand ces gens malveillants et qui en sont en général assez accrochés à notre dimension matérielle invisible, ou qui sont accrochés à leur... il y a des gens qui sont un peu... qui sont vraiment dans des vibrations, soit dans le satanisme, soit dans le mal, soit qui ont fait des contrats avec d'autres dimensions, mais des contrats extrêmement sombres avec d'autres dimensions. Quand ces gens-là meurent, donc ils arrivent de l'autre côté et ils se trouvent dans un monde qui est un reflet de ce qu'ils sont eux-mêmes. Et dans ces gens qui sont dans un reflet d'eux-mêmes, c'est-à-dire un monde assez malveillant, ils n'ont qu'une envie, c'est de parasiter les vivants pour leur prendre leurs émotions et pour leur prendre aussi un peu de leur âme. Donc à ce moment-là, ils se fixent effectivement sur des gens qui sont soit vulnérables, soit un peu dans les mêmes vibrations, soit qui pour différentes façons, soit à cause de leurs addictions, ont créé vraiment des failles dans leur être qui fait que c'est très très facile d'entrer en eux. Bon, ils se fixent sur ces gens et soit ils les infiltrent en les indésirables, ils se nourrissent des émotions négatives des gens. C'est pour ça qu'ils infiltrent en général des gens qui sont pas dans des vibrations extrêmement lumineuses. Donc ils arrivent, ils les infiltrent, ou alors ils prennent carrément le pouvoir sur leur corps. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont... il y a beaucoup de schizophrènes qui sont vraiment habités par des entités qui ont pris pouvoir. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils entendent des voix, mais ces voix, elles sont réelles, c'est les voix des entités qui sont sur eux. Et donc on les envoie on leur donne des médicaments qui leur enlèvent encore plus leur être, et qui les mettent encore plus finalement à la merci de ces entités, de ces indésirables. Voilà, les indésirables, ils ont plusieurs façons d'agir sur nous, les vivants. Alors vous dites que vous avez été infiltré vous-même, vous pensez à certaines époques de votre vie, ça doit être un peu pour tout le monde. Et alors comment on les reconnaît, comment on reconnaît qu'on est infiltré, qu'on est... Je m'aperçois maintenant que j'ai dû l'être, et je pense que je l'ai été parce qu'il fallait que je l'expérimente. C'est une expérimentation qu'on m'a envoyée d'une certaine façon pour que je comprenne ensuite ce que c'était que d'être infiltré. Je ne savais pas que ce phénomène existait à ce moment-là, donc je ne pouvais pas le décrypter. C'est pour ça que c'est important de comprendre ce qui nous arrive quand on l'est. Et je me sentais, mais très souvent, je me regardais dans le miroir le matin et je voyais un autre visage qui m'apparaissait. J'avais l'impression de ne plus être moi-même. Je passais des journées, c'était des époques où je travaillais, j'étais directrice de casting, donc il y avait des moments où je ne travaillais pas. Quand je travaillais, ça allait parce que j'étais dans une espèce de dynamique et que j'étais au-delà de cette espèce d'emprise qu'il y avait sur moi. C'était pas une infiltration très méchante, c'était juste quelque chose qui me rendait extrêmement triste. Fatiguée, épuisée, donc je me voyais dans ma chambre. J'étais presque en train de me blottir dans un coin de ma chambre où je pouvais commenter pendant un après-midi ou une journée entière et où je retrouvais, en fait, je me reprenais avec beaucoup d'énergie lorsque il y avait mes enfants ou voilà, qui revenaient de classe ou compagnons qui arrivaient. Mais je savais que j'étais dans un état totalement anormal, mais je ne savais pas quoi faire. Oui, et puis ces entités sont parties d'elles-mêmes. Il y a une question que je me pose, est-ce qu'on pourrait être infiltré par des vivants ? Non, on est vampirisé par des vivants. Alors on peut être terriblement vampirisé par des vivants, c'est-à-dire que pratiquement ils ont leurs mains, ils ont leur griffe sur nous, ça c'est sûr. Et ils nous envoient en permanence des pensées, ils nous envoient en permanence des états d'être qui ne nous appartiennent pas. Ça oui, absolument. Mais je ne pense pas que puisse être infiltré par des vivants. Bon, c'est une bonne chose. C'est déjà ça.
Alors, vous parlez d'hologramme. Vous dites quand le patient ou son hologramme se présente avec ses ombres, ses formes pensées, ses entités, jumeaux fantômes, défunts ou bestioles de l'astral, ses mémoires délignées, la première chose à faire, c'est un bilan de l'ensemble de ces corps subtils. Comment vous faites pour avoir l'hologramme de la personne qui vient vous voir? Alors c'est ça justement, c'est ce que j'ai appris avec Jean-Philippe, vraiment pendant ces 2 premiers jours d'initiation. Alors, on pense à cette personne, on crée un lien entre nous et cette personne, et on demande à cette personne de nous apparaître dans ses corps subtils. Et à ce moment-là, cet hologramme nous apparaît, mais pas avec nos yeux humains, hein. C'est-à-dire que ça se passe avec l'autre regard, je ne sais pas si c'est troisième œil, mais c'est vraiment un autre regard qui nous permet de discerner les plans subtils. Et dans ces plans subtils, on voit la personne qui arrive, alors selon ce qu'elle est, soit c'est un personnage qui est complètement recroquevillé en lui-même, d'autres apparaissent immédiatement avec effectivement des entités ou des bestioles du bas astral sur eux. Enfin, c'est assez varié, mais on les voit avec leur corps subtil, avec leurs énergies subtiles. Deuxième partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM, avec Bérangère de Bodina autour de son livre Le chemin oublié des âmes, de la nuit des ombres vers la lumière aux éditions Exergue. Vous parlez de ces endroits que vous créez, d'ailleurs vous en donnez 3, que vous créez pour pouvoir envoyer les entités dans la lumière, mais vous dites si ce sont des entités étrangères à notre monde ou du bas astral, je les confie aux êtres de lumière qui travaillent avec moi pour qu'ils les remettent à leur place dans leur dimension. On peut être aussi envoûté non, mais on peut être aussi parasité. Oui, absolument. Par des entités du bas astral qui sont... alors je les ai découvertes avec beaucoup de surprises, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Ces entités qui ont des formes, soit des sortes de chauves-souris, sont toujours un peu des hybrides de différentes choses, c'est-à-dire des serpents hybrides de chauves-souris. Les entités de serpents sont les plus communes, de serpents ou d'insectes aussi. Il y a beaucoup d'insectes qui peuvent être très gros, enfin, qui sont d'une certaine dimension et qui sont soit à côté des gens qui les commandent d'une certaine façon, soit en eux, soit quand je regarde leur corps subtil, justement, quand je regarde l'hologramme qui sont attachés. Alors souvent les chauves-souris sont sur le chakra coronal, c'est-à-dire sur la tête, c'est-à-dire qu'elles coupent complètement le chemin à tout ce qui peut être lumière et des vibrations bénéfiques. C'est-à-dire elles sont là et ensuite on est comme avec une espèce de chapeau sur la tête qui nous empêche de ressentir d'ailleurs en général tout ce qui vient à nous. Et puis il y en a d'autres qui sont fixés comme avec des ventouses sur la colonne vertébrale et qui sont des sortes de serpents, de formes de serpents et d'insectes mélangés. Il y a des araignées aussi, il y a beaucoup d'araignées. Il y a beaucoup de gens qui viennent des Indes avec une sorte d'araignée qui est vraiment une entité qui tient aux Indes et qui est très virulente et très nocive, qui les rend extrêmement malades. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, ça fait comme des sangsues un peu. Ouais, comme des sangsues. Il y a une espèce de petite entité qu'on retrouve très souvent, qui est une petite entité un peu gluante, qui se fait sur le plexus. Alors qu'est-ce que vous en faites? Alors celle-là, je les prends. Quand je l'ai rencontrée, Carnita, elle m'a expliqué, ça m'a tout à fait étonnée. Et puis ensuite, ça m'a beaucoup amusée et je me suis aperçue que c'était juste. Elle m'a dit, il y a des gens avec qui on travaille, et ce sont les archanges. Alors les archanges ne sont pas des êtres, il ne faut pas les voir comme des êtres très, 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 très hauts, là-haut dans le ciel. En fait, ils travaillent avec nous. Ils travaillent avec nous, ils nous aident. Voilà. Oui, il faut les vivre aussi avec beaucoup d'humour. Et ils ont beaucoup d'humour, les archanges, c'est vrai. Ça, j'ai remarqué, effectivement. Au début, je me suis dit, mais quand même étrange de dire qu'on peut travailler avec les archanges. Ben non, ils sont là, les archanges. Quand je tombe sur ce genre d'entité, en réalité, elles viennent d'autres royaumes, elles viennent d'autres dimensions, et elles sont égarées dans nos dimensions. Donc, ne sachant quoi faire dans notre dimension, elles vont vers les gens qui leur donnent leur nourriture. C'est une façon assez simple de voir les choses. Il faut dire que sur le plan cosmique, la chose qui a le plus de valeur, eh bien, c'est sur les énergies. Les énergies, c'est ce qui vaut le plus cher dans la dimension cosmique. Donc ces bestioles ou ces indésirables se nourrissent de nos énergies, et en particulier de nos énergies négatives, évidemment. D'où le fait qu'on se sente si fatigué. Oui, exactement.
exactement. Donc on est épuisé. Il y a une question Oui. qui me vient à l'esprit, sans parler de ces entités qui viennent d'ailleurs. En ce qui concerne les entités qui viennent de notre monde, est-ce que vous êtes tombé parfois sur des personnes qui sont mortes depuis très très longtemps? Ouais, ouais. Alors un jour en particulier, parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup frappé. J'ai des amis, donc Jean-Philippe d'ailleurs, et une amie, qui m'appellent en me disant on est à Saint-Julien-le-Pauvre, tu dois venir nous rejoindre. Et Saint-Julien-le-Pauvre, c'est une église que j'aime de Paris, que j'aime énormément, où j'ai beaucoup de souvenirs à travers le temps. Ça paraît étrange, mais enfin, je sens que j'ai déjà eu beaucoup de connexions avec Saint-Julien-le-Pauvre. C'est un endroit que j'aime beaucoup, donc je leur dis attendez, je viens vous rejoindre. Et puis je raccroche le téléphone. Et au moment où il parlait en me disant viens nous rejoindre à Saint-Julien-le-Pauvre, je commence à avoir les yeux qui coulaient et à me sentir un peu étrange. Bon, je les rejoins, j'arrive là-bas, et puis il y a quelque chose qui me dérange terriblement. Donc je leur dis écoutez, je peux pas rester là, ça c'est pas possible. Il faut qu'on s'en aille. Donc on repart par les berges de la Seine, parce que j'avais des choses à faire, donc je fais tout ce que j'avais à faire pendant la journée. Puis le soir, je me couche dans mon lit, c'est-à-dire j'étais environnée d'ombre, je me sentais terriblement mal, d'une tristesse absolue. Et j'essaie dans mon lit de leur dire non, allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Voilà, j'essaie de faire partir tout ce qui était sur moi. Et puis au bout d'un moment, je me dis je vais aller dans mon bureau. Je vais dans mon bureau et là, je réalise que c'était quelqu'un, que c'était un être qui était là et qui me demandait de l'aide. Donc voilà, je fais venir son hologramme justement devant moi et je vois arriver un être complètement racorni et très très noir et comme un vieux sarment brûlé. Je ne peux pas dire autre chose, c'était vraiment ce que je voyais. Ça n'avait presque plus forme humaine d'une certaine façon. Et je l'emmène dans un de mes espaces qui est une forêt dans un endroit magique, si on peut dire, avec des grands arbres aux très longs fûts, des très hauts fûts, qui vont jusqu'au ciel, et à travers ces arbres, il y a une lumière magnifique qui arrive. Et en bas de ces arbres, il y a un grand rocher, qui est un rocher des fées, en fait, qui est vraiment un rocher druidique, mais de lumière. Ici, c'est dans cet endroit que je l'emmène, donc je l'emmène dans cet endroit. Et puis, peu à peu, je la vois reprendre forme, jusqu'à ce qu'elle devienne une belle femme, avec un diadème sur la tête, et que nous parlions, et qu'elle m'explique qu'au Moyen-Âge, elle a été brûlée comme sorcière devant Saint-Julien-le-Pauvre. Et que c'était une femme qui soignait, en fait. C'était vraiment une guérisseuse, qui soignait avec les plantes, qui soignait avec amour, et que son immolation, disons, par ces gens primitifs, pleins de haine et de méchanceté, ça l'avait vraiment gardée. Elle était dans une telle révolte de ce qui lui était arrivé qu'elle n'avait pas pu monter. Et au fil du temps, d'abord, elle avait été brûlée, donc son corps était déjà complètement comme effectivement un sarment brûlé. Mais en plus, elle n'avait pas pu oublier, elle n'avait pas réussi à pardonner. Et le fait de ne pas pardonner, ça l'avait gardée dans cette dimension-là. Et donc, on a fait un travail justement de pardon et de lumière, et elle est repartie. Elle a pu poursuivre son chemin de vie, et c'était une femme absolument magnifique. Est-ce que vous avez travaillé sur vos anciennes incarnations? Non, pas vraiment. J'ai eu quelques aperçus, mais je pense que le travail que je dois faire, il est dans cette vie-là. Et oui, non, mais je suis ici maintenant. J'ai ni envie de repartir maintenant que je l'ai fait pour Adrien. Je suis repartie dans mon passé une première fois pour Les Anges ne meurent jamais. Une deuxième fois parce qu'à la suite des Anges ne meurent jamais, on m'a demandé aussi d'écrire justement sur tous ces soins que j'avais faits, ces entités que j'avais rencontrées et sur les liens qu'il y a entre nous et les autres mondes. Et on m'a dit vraiment qu'il fallait que je témoigne du fait que ce que nous sommes dans cette vie-là, ce que nous vivons dans cette vie-là, ça va conditionner notre vie après. Et c'est ça que j'ai voulu écrire en fait dans ce livre. Témoigner du fait que d'innombrables âmes se retrouvent là où ils ne devraient pas être et qu'ils ont besoin qu'on les aide à monter justement et que pourquoi elles se sont retrouvées là, mais pour différentes raisons qui font que dans cette vie-là, maintenant, chacun doit travailler sur lui-même pour ne pas se retrouver ailleurs après dans les ombres.
C'est un peu ça le message de mon livre. Vous parlez aussi de l'importance de couper le lien après le soin et de fermer les portes des autres dimensions. C'est vrai. Parce que, d'abord, il faut enlever le lien, parce que chaque fois qu'on a un lien avec quelqu'un, mais pas seulement avec les défunts qu'on fait passer, quand on s'aperçoit qu'on a un lien avec quelqu'un qui est un peu obscur, et qui ne nous fait pas de lien, il faut le couper, ce lien. Et c'est une sorte de, comment dire, c'est pas un rite, hein, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire pour se libérer aussi, justement. Vous en parliez tout à l'heure, vous demandiez si des gens dans cette dimension pouvaient nous faire du mal, et ben oui, parce qu'ils nous envoient des liens, et à travers ces liens, non seulement volontairement ou involontairement, ils nous prennent notre énergie, ce qui peut nous laisser complètement à plat, et en se demandant, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je me sens si mal? Ils peuvent aussi nous envoyer vraiment des vibrations extrêmement noires. Donc quand on sent que quelque chose ne va pas, c'est bien de rendre tout ce qu'on nous a envoyé dans la journée. Et aussi, quand on sait qu'il y a quelqu'un qu'on a pu rencontrer et qui pourrait nous avoir envoyé quelque chose, de visualiser le lien qu'on a avec cette personne et de le couper, mais avec l'intention, justement. De dire avec l'intention, je coupe, j'enlève le lien avec cette personne et je coupe. Je coupe, je coupe. On peut dire 3 fois parce que c'est plus puissant. C'est toujours plus puissant quand on le dit 3 fois. On coupe avec des ciseaux? Oui, on peut couper avec des ciseaux, voilà, avec les mains comme des ciseaux. Ou alors avec comme un couperet qui descend devant nous, qui passe devant nous pour couper tous les liens qui passent sur les différents chakras, sur les différents endroits où ils peuvent envoyer leurs liens. Et c'est assez efficace, hein, vraiment, c'est même très efficace, c'est génial. Alors vous parlez à un moment dans votre livre des pierres d'effet que l'on trouve dans un fleuve au Canada pour nos amis canadiens. C'est lequel ce fleuve où on trouve les pierres d'effet? Alors, malheureusement, Joël, j'ai une très mauvaise mémoire des noms. Je me souviens comment je les ai découvertes un jour, et ça me fait rire maintenant, parce que j'ai dû paraître complètement folle à un certain nombre de gens. Je suis allée dans un endroit où ils vendent beaucoup de pierres. C'est extraordinaire, il y a toujours énormément de monde, de gens qui viennent chercher des pierres pour ceci, pour cela, enfin bon. Je suis venue moi-même très souvent chercher des pierres, parce que j'aime bien offrir des pierres aux gens quand ils ont des problèmes, pour leur faire du bien. Ce jour-là, j'achète quelques pierres et puis je passe à côté. Sur la droite, il y a des grandes étagères avec plein de pierres. Et puis soudain, j'entends un rire. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce rire? Et je me tourne vers ces étagères et je vois des petites pierres, mais très simples, qui ressemblent à des toutes petites pierres, sans couleur, pas aussi flamboyantes que les autres, qui ressemblent effectivement à des petites pierres de rivière, mais sans... Et puis ces petites pierres, elles étaient en train de rire et de m'appeler. Et je me dis, mais c'est extraordinaire quand même, ces pierres qui parlent et qui appellent. Donc je les prends dans ma main et elles m'envoient vraiment des vibrations absolument extraordinaires. Et puis je me tourne vers tout le monde, là, je dis, mais vous entendez, mais j'en ris encore. Mais vous entendez ces pierres, comme c'est extraordinaire, vous entendez comme elles rient et comme elles chantent et comme c'est merveilleux. Tout le monde me regardait en disant, mais celle-là est complètement folle. D'ailleurs, depuis, ça n'est jamais arrivé, ça n'est plus arrivé. Et bref, j'ai quand même acheté quelques pierres comme ça, et ensuite j'étais absolument, mais je trouvais ça absolument inouï. J'en ai beaucoup offert autour de moi, de ces pierres, et j'ai découvert que ça s'appelait les pierres des fées. Donc je suppose que ce jour-là, j'ai dû avoir une communication avec les fées de ces pierres. Mais maintenant, c'est toujours très bien, hein, quand je les prends dans ma main, j'ai vraiment le cœur qui se met à vibrer. C'est très agréable, mais elles ne m'ont plus jamais parlé. Je n'ai plus jamais entendu leur rire. Vous dites de vous que vous n'êtes ni clairvoyante ni clairaudiente, simplement que vous ressentez les choses. C'est ça, c'est vrai. Voilà. Ouais. Alors parlez-nous maintenant de la clinique de lumière. Ah oui. Alors ça, j'ai découvert dans un livre. J'ai découvert dans ce livre qui s'appelle le manuel du passeur de lumière, où il disait, écoutez, quand vous arrivez dans un endroit, vous les passeurs d'âme, et qu'il y a énormément de monde, eh bien, vous pouvez créer une colonne de lumière. Cette colonne de lumière, il faut l'attacher d'une certaine façon, il faut lui donner ses fondations dans le cristal de la Terre, il faut le faire monter jusqu'aux cieux, jusqu'au cristal de la galaxie. Ensuite, vous demandez aux archanges de venir la protéger, cette colonne de lumière. Il faut vous la programmer pour un certain temps, parce qu'on ne peut pas la laisser tout le temps. Cette colonne de lumière, ensuite, une fois qu'elle est créée, vous pouvez dire à toutes ces ombres qui sont autour, que je les appelle souvent les ombres, ça y est, vous pouvez monter. Et ils montent en spirale dans cette colonne de lumière, et effectivement, les archanges les accompagnent.
Et j'ai souvent vu, quand j'ai fait créer ces colonnes de lumière, que ce soit sur le site du 11 septembre à New York ou dans la cathédrale de la C à Lisbonne, on voit les ombres qui font la queue pour monter dans cette colonne. C'est très étonnant et c'est très étrange. Et effectivement, c'est une façon de... Quand on aide ces âmes à passer, on nettoie les lieux. On leur donne de la lumière parce que toutes ces âmes assombrissent les lieux. Donc voilà, on aide à la fois les âmes à passer et le lieu à s'éclairer. C'est très bizarre parce qu'après le tsunami en Indonésie, je ne sais plus en quelle année c'était. En 2001, je crois. Après, non, c'était après 2001. 2001, c'était le 11 septembre. Ah oui, Il y a eu énormément de morts et je regardais le ciel et je voyais vraiment... Vous les voyez qui montaient? Ah oui, on voyait, c'était... Ah oui, on les voyait en grappe. Hein. C'était un charter, ouais. C'était un charter. On les voyait qui montaient. Ouais. C'était impressionnant. Vraiment. Il y a eu beaucoup de morts. Oui. Alors... Le Bataclan aussi, j'en ai vu qui montaient comme ça. Mais il a fallu créer aussi des colonnes de lumière et il a fallu faire beaucoup de travail parce qu'il y avait beaucoup de douleur. Alors, vous n'avez plus maintenant de doute sur la capacité à aider les défunts, chose que vous aviez des doutes au départ, vous n'en avez plus. Bon, si j'en ai toujours, c'est horrible à dire. Je n'ai pas de doute sur la capacité qu'on peut avoir en général à aider les défunts. Non, je sais que je peux le faire, mais je ne sais pas pourquoi par moment j'ai l'impression, je doute de moi, voilà, c'est tout. Parlez-nous de votre premier soin avec une infiltration d'âme de la grand-mère d'Audrey. Je rencontre Jean-Philippe, il me montre une voie de guérison. Ensuite, je rencontre Carnita qui me dit « Oh, mais vous pouvez être guérisseuse si vous le demandez. » Puis ensuite, je me pose la question, je me dis « Mais guérir quoi? Comment ?» Enfin, vraiment, c'était très bizarre pour moi. Je me dis « Bon, ça arrivera peut-être un jour, peut-être dans 10 ans. » Je ne pensais pas du tout que ça allait se passer tout de suite. Une semaine après, je vais à un dîner et à la fin du dîner... un dîner avec des gens qui n'étaient pas du tout branchés dans ces dimensions-là, hein, pas du tout. C'était des gens du cinéma extrêmement sympathiques, mais pas du tout spirituels, disons. Et puis à la fin, quoique quelquefois on ne sait pas, quelquefois on croit que les gens ne le sont pas, mais ils le sont sans le savoir ou en le sachant. Bref, à la fin de ce dîner, une femme vient me voir et elle me dit « Ma fille est en train de mourir ». Et je ne m'étonne pas du tout, je lui dis « Que s'est-il passé au moment où elle est tombée malade ?» C'était il y a 2 ans, sa grand-mère est morte, un ami de la famille est mort. Je lui dis, est-ce que je peux voir une photo de votre fille? Elle me montre sur son téléphone. Et quand je vois cette jeune fille, j'ai l'information qui m'arrive, je ne peux pas dire autre chose. Elle est infiltrée par quelqu'un. Voilà, elle n'est pas seule en elle-même. Et c'est de cela qu'elle est malade. Et sa mère me disait, mais les médecins ne savent pas, on lui a fait toutes les analyses possibles, on ne sait pas du tout ce qu'elle a. Et je ne sais pas pourquoi... je pense qu'elle a quelque chose de différent. Et je lui dis, oui, effectivement, mais je connais quelqu'un qui peut l'aider. Il s'appelle Jean-Philippe. Je veux lui donner les coordonnées de Jean-Philippe, parce que moi, je me disais, oh, moi, je suis incapable, je peux pas faire ça, je suis pas capable. Et elle me dit, non, je sais que c'est vous qui allez la guérir. Je reparle au téléphone le lendemain. Et je lui dis, voilà, je pense que c'est effectivement une personne de sa famille, et je pense que c'est sa grand-mère. Parce qu'on parle longuement pour essayer de comprendre ce qui avait pu se passer. Et effectivement, c'était sa grand-mère. Donc, je regarde Audrey, je fais venir donc à distance, parce que je fais tous mes soins à distance. Je fais venir à distance l'hologramme d'Audrey, et je vois immédiatement sur elle cette espèce de tache noire qui est partie de son cœur, et qui descendait jusqu'au genou. Et je ne sais pas très bien ce que c'est, en fait, donc je connais pas. Et j'appelle Bélène, donc cette amie qui avait fait l'initiation avec Jean-Philippe, avec moi. Et je lui dis, voilà ce que je vois, qu'est-ce que tu penses? Et elle me dit, oh là là, ça peut être un démon, ou je sais pas quoi. Non, on ne fait pas ça toute seule, appelle à cette amie, en fait, que nous ne connaissions pas du tout, en fait. Cet homme dont on m'a dit que c'était un grand exorciste, parce que si c'est un démon, il pourra le faire avec toi. Bon, je dis, ouais, d'accord, ok. Effectivement, ça me rassurait, donc je laisse un message. Son nom m'échappe à ce moment-là, mais c'est normal parce que les noms m'échappent tout le temps. Je lui laisse un message et il ne me répond pas, et sa mère me rappelle en me disant, elle va très très mal, je sens qu'elle est en train de s'éteindre, quoi. Je vous en supplie, faites quelque chose. Donc je me dis, après tout, allez, je fonce. Puis d'abord, je demande à Adrien. Parce que je me souviens que Carnita m'avait dit, il faut demander à Adrien quand vous avez un doute.
Je dis allô Adrien, est-ce que tu peux me dire? Et il me dit oui, c'est quelqu'un de sa famille, oui, c'est sa grand-mère. Moi je dis que c'est ta grand-mère. Puis je lui dis mais est-ce que je peux le faire moi? Est-ce que je peux la soigner? Mais il me dit mais oui, tu peux la soigner, tu peux le faire. Donc je me dis bon, bah, tu me dis que je peux le faire, je vais le faire. Donc avec l'assentiment d'Adrien, je fais revenir devant moi l'hologramme d'Audrey et j'avance la main vers cette masse noire qui était sur son cœur, je la tire, cette masse noire qui était un peu élastique d'une certaine façon, et je la mets là-haut dans une grande pièce, ce que j'appelle la pièce au cristal, où il y a une pièce très lumineuse avec un immense cristal, qui est sphère de cristal qui est sur une table, posée sur une table, et où j'ai mis une grande bibliothèque et 2 fauteuils, et elle s'assied dans le fauteuil, et elle prend la forme d'une dame un peu âgée, mais avec une sacrée personnalité, qui me dit mais non, pas du tout, je suis super bien avec ma petite fille, je suis très contente d'être avec ma petite fille, j'ai tout à fait l'intention de repartir avec elle, on est très heureux toutes les deux. Donc il a fallu que je fasse comprendre qu'elle était morte, d'abord, première chose, ensuite qu'elle était en train de tuer sa petite fille. Et c'était une longue conversation, parce qu'elle n'était pas commode, mais finalement elle a compris, elle a fini par accepter de partir et de monter. Donc j'ai fait monter et voilà. Et ensuite j'ai appelé, donc j'ai regardé Audrey à nouveau et elle était, voilà, il n'y avait plus rien sur elle. Elle avait, bon, j'avais un soin à lui donner évidemment parce que pendant 2 ans elle avait été infiltrée, ses auras étaient en lambeaux, enfin voilà, il fallait faire... il y avait encore pas mal de travail de lumière à faire sur elle pour la protéger. Donc ce que j'ai fait et ensuite voilà. Ensuite j'ai parlé avec Audrey parce que là-haut il voulait absolument que je la voie avant. Mais finalement je l'ai vue après. Donc j'ai vu Audrey ensuite, on s'est rencontrés. Et c'était vraiment une belle jeune fille et qui allait beaucoup mieux et qui maintenant est complètement guérie. Parce qu'il fallait aussi que elle avait les empreintes cellulaires de sa grand-mère, mais qui étaient des empreintes cellulaires des corps subtils de sa grand-mère, d'une certaine façon. Et donc il fallait qu'elle élimine peu à peu les empreintes cellulaires de ces corps subtils pour pouvoir être complètement guérie. Et ça prend un petit temps, quoi, une petite année, quoi. Voilà. Voilà Audrey, qui était mon premier soin. Troisième partie de Cette au-delà du miroir, troisième et dernière partie. Toujours avec Bérengère de Bodina, nous sommes par téléphone et nous parlons du chemin oublié des âmes, de la nuit des ombres vers la lumière. Vous dites que parfois vous prenez la forme d'un ange ou vous vous transformez pour que les entités vous reconnaissent. Ah oui, ça c'est très amusant. En fait, c'est Carnita aussi qui m'a appris ça. Elle me dit, tu sais, c'est très bien, tu peux prendre la forme que tu veux, d'une fée, d'un ange, d'un Bouddha, d'un archange, enfin voilà, toutes les formes sont possibles si ça résonne avec la personne, avec le défunt qui vient. Et en général, ça aide beaucoup parce que comme c'est quelque chose qu'ils ont en eux, comme il y a une résonance avec ce qu'ils aiment, ou avec quelque chose vers lequel ils veulent aller, voilà, c'est très très bien et c'est très efficace. Et puis en plus, c'est une sorte de jeu, parce que, en fait, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que dans ces dimensions-là, ce sont des dimensions qui sont lumineuses et qui sont ludiques aussi, et dans lesquelles on peut jouer justement à être différents personnages avec beaucoup de liberté. C'est-à-dire qu'on sort de nous-mêmes et en même temps on prend une forme, mais quand moi je me dis que je prends la forme d'une elfe, j'ai l'impression que je me relie au royaume des elfes d'une certaine façon, aux vibrations elfiques, et ça me donne une dimension différente et une vibration différente. Ou quand je prends une forme d'ange, ça me relie au royaume angélique et ça me permet aussi d'avoir des vibrations différentes qui sont plus angéliques. Mais vous vous déguisez pas suffisamment puisqu'il y a un monsieur qui vous disait qu'il pensait que les anges n'avaient pas de sexe. Ouais, non, mais c'est de ma faute. C'est une amie qui m'a appelé un matin en me disant « Oh, je t'en supplie, Bérengère, c'est quelque chose. J'ai encore quelqu'un qui est venu me voir. C'était un homme, je me suis réveillée au milieu de la nuit. Il y avait un homme à côté de moi qui avait les bras croisés. Il était habillé comme ça. Et il me regardait d'un air de reproche. Et j'ai eu tellement peur, parce qu'elle les voit. J'ai eu tellement peur en le voyant. Bon, est-ce que tu pourrais aller le voir et puis voilà, qu'il vienne plus me voir moi ?»
Donc je dis, bah, ok, je vais essayer de m'occuper de lui. Et comme cette amie était brune, j'avais envie de prendre la forme d'un ange, mais je me suis dit, bah, je vais prendre la forme d'un ange, mais un ange féminin, un ange avec des longs cheveux bruns, voilà. Et je me suis amusée à prendre cette forme d'ange, mais d'ange féminin, effectivement. Sur quoi il me regarde et il me dit, il y a longtemps qu'on discute justement du sexe des anges, mais je m'aperçois que les anges, ça peut être des anges féminins. Vous parlez des odeurs qui nous poursuivent, ces odeurs qui viennent de temps en temps, on ne sait pas, des odeurs nauséabondes ou des odeurs de rose. Oui, absolument. C'est une manifestation. Oui, c'est une manifestation pour que je comprenne qu'il y a quelqu'un. Comme je ne les vois pas et que je ne les entends pas, a priori, ils sont obligés de se manifester autrement. Alors, soit avec des odeurs, comme l'homme qui était brûlé, avec une odeur de brûlé. Quand ce sont des bonnes odeurs, je sais que c'est vraiment des esprits qui viennent me visiter, qui m'envoient des odeurs de roses ou de fleurs. Et là, ils n'ont pas besoin que je m'occupe d'eux. C'est juste pour me dire, faire un petit coucou en passant. Vous parlez aussi des entités du bas astral qui passent par le téléphone. On peut recevoir des communications téléphoniques et comment ça se passe? C'était une amie qui était infiltrée par celle qu'elle appelait vieille éponge moisie. C'est-à-dire qu'elle avait autour d'elle en permanence une odeur absolument dégoûtante justement de vieux trucs moisis et malsains. Et c'était quelque chose qui la poursuivait vraiment tout le temps. Et à un moment qui est devenue tellement forte, elle m'appelle et elle était dans le midi. Elle m'appelle et elle me dit, écoute, ça recommence. Elle ne me demandait rien, hein. Elle me disait, ça y est, ça recommence, vieille éponge moisie, c'est horrible, etc. Est-ce que voilà. Et elle me racontait ça simplement. Moi, je lui dis, mais je vois ce que c'est. En fait, cette odeur, c'est une entité, mais tu peux me l'envoyer si tu veux. Mais à peine avait-je demandé l'autorisation qu'un truc passe par le téléphone et m'arrive. Et c'était tellement dégoûtant que je dis, ah non, toi, va-t'en, et pchit, je l'envoie n'importe où. Ah oui, vous avez ressenti l'odeur? Ah oui, tout à fait. J'ai ressenti l'entité. Son truc vraiment, bref, malsain, dégoûtant, cette horrible odeur, donc je l'envoyais au loin. Et elle était toujours au téléphone et elle me dit, ah ben ça y est, ça a disparu. Je lui dis, oui, mais tu sais, je l'ai envoyé, je sais pas où je l'ai envoyé parce que je pensais pas que ça allait arriver comme ça d'un seul coup sur moi, donc peut-être qu'elle va revenir. Oui, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Vous dites aussi que les entités du bas astral adorent le feu, donc ne pas les brûler. Oui, voilà. Il faut pas les envoyer au feu. Parce que très souvent, quand on travaille dans ces dimensions, on crée des feux éthériques pour envoyer tous les résidus, toutes les choses un peu sales qu'on trouve sur les gens en les soignant. Donc on les envoie au feu. Mais il faut pas envoyer les entités dans le feu, parce que les entités du bas astral, au contraire, elles se nourrissent de feu. J'ai eu une mauvaise expérience comme ça, et maintenant je sais qu'il ne faut pas envoyer les entités au feu. Les entités, il faut les envoyer là-haut, les pointer aux archanges justement, de les placer à leur juste place. Si elles viennent d'autres dimensions, les renvoyer dans les autres dimensions, d'autres planètes dans d'autres planètes, d'autres fréquences dans d'autres fréquences. Alors, votre livre, il y a plusieurs chapitres. Le premier, c'est le livre d'Adrien, donc on revient un peu sur le décès de votre fils. Le deuxième, Rencontre avec les invisibles, c'est un peu ce qu'on a évoqué dans l'émission avec votre rencontre avec Jean-Philippe et Carnita. Troisième partie, spécialité entité. Donc là, vous racontez toutes ces entités que vous avez rencontrées. Et la dernière partie, une initiation au grand passage, c'est-à-dire une initiation pour pouvoir passer de l'autre côté. Vous dites qu'il ne faut plus avoir peur et qu'on est en ce moment au temps des révélations. C'est vrai, on est au temps des révélations. C'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de révélations sur des choses qui ont été cachées depuis très longtemps. Alors, ce sont des révélations de toutes sortes, à tous les niveaux. Hein. Ça va être justement des révélations qui sont des dévoilements sur ce qui a pu se passer justement dans tous les milieux, dans les abus sur les femmes, dans les milieux de pédophilie. Mais on n'est pas du tout au bout du dévoilement d'un certain nombre de déviances qui sont absolument terribles et qui ont cours sur toute la planète. Hein. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de révélations sur tout ce qui se passe sur ces plans-là. Aussi bien sur les gens qui ont des pratiques sataniques, des gens qui dirigent le monde. Et peut-être aussi des révélations pour nous-mêmes, c'est-à-dire des choses qui étaient cachées absolument. Et qui vont venir au jour.
Tout à fait. Et des révélations sur la façon dont le monde, justement, fonctionne. Qu'on rappelle aux hommes et aux femmes, à tous les êtres humains, qu'ils ont en eux une étincelle divine, qu'ils ont des grandes forces en eux, qu'ils peuvent retrouver, qui ont été un peu éteints, qui ont été mis sous boisseau pendant très très longtemps, mais qu'en réalité, ils ont des forces en eux absolument extraordinaires. Et c'est ça qu'il faut, je pense qu'on est au temps où il faut relier les gens à leur essence divine, leur faire comprendre à quel point ils sont puissants, et à quel point s'ils le veulent, bien entendu, parce qu'il y a aussi ceux qui choisissent d'autres voies. Et il y a plusieurs voies, hein. Il y a vraiment la voie, disons, de leur lumière et de leur âme éternelle. Et puis, il y a l'autre voie qui est une voie plus sombre. Se préparer à la renaissance et Oui. à la beauté du passage. Ça, c'est la fin de votre livre. Oui, c'est vrai. On est en pleine renaissance, finalement. On a l'impression qu'on est dans un monde qui meurt, puisque Oui, tout mais s'écroule. parce qu'il va renaître. Voilà, parce que tout s'écroule, Justement. faut le dire, Oui. on a l'impression que tout s'écroule. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est à la fois un monde qui s'écroule et un monde qui va renaître. Et il y a beaucoup de gens qui ont très peur, mais je crois qu'il faut leur dire à ces gens-là que je pense que nous allons vers justement une renaissance, et que chacun individuellement doit tenter d'aller vers sa renaissance. Et que c'est aussi le nombre de gens qui vont s'éveiller et qui vont se relier à leur essence divine qui va décider du destin de notre planète. Donc on est tous co-responsables, et on est responsable à 100% de notre vie, et ça il faut vraiment qu'on comprenne que l'endroit où chacun est arrivé maintenant dans cette vie, c'est la somme de tous les choix qui ont été faits avant à travers la vie. Et ce sont nos choix à chacun individuellement, et qu'on n'est pas la proie de, même si quelquefois on peut aussi avoir effectivement, comme on le dit, des entités qui viennent un peu fausser le jeu. Notre vie, c'est la somme de nos choix, et ça n'a jamais été aussi vrai que maintenant. Et puis il faut bien comprendre, vous le dites en début de livre, que tout ce qui est invisible n'est pas spirituel. Donc il faut quand même avoir conscience qu'il y a des ombres, de la nuit des ombres vers la lumière, le chemin oublié des âmes, Bérengère de Bodina. Je vous remercie. Il y aurait une phrase que vous voudriez dire pour terminer l'émission? Je pense que la phrase qui correspond au temps où nous sommes actuellement, c'est « N'ayez pas peur et restez dans la bienveillance et dans l'amour ». C'est la seule façon de résister à ce qui se passe en ce moment sur la planète. Et la lumière et l'amour, c'est la seule chose qu'on puisse donner autour de nous. Surtout pas la peur. Je vous remercie, Bérengère de Bodina. Merci beaucoup.